Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ici à Grenoble pour cette Tech Fest. Alors, on m'a tendu un petit piège, on m'avait indiqué que mon intervention devait être en anglais, donc j'ai dû très rapidement la traduire en français. Rassurez-vous, je ne me suis pas aidé de ChatGPT car j'ai vu que la traduction n'était pas encore tout à fait au point. Mais je vais profiter de cette rencontre pour vous faire part d'un certain nombre de convictions sur la situation européenne en matière de souveraineté technologique et sur les combats qui nous attendent d'ici quelques mois et quelques années. Je commencerai par une citation que vous connaissez probablement toutes et tous, une citation de Churchill. « Si vous ne prenez pas le changement par la main, il vous prendra à la gorge ». C'est exactement et rigoureusement la situation de la France et de l'Europe aujourd'hui en matière de technologie. Pour vous dire les choses simplement, nous pouvons encore gagner la bataille de la tech et de la souveraineté technologique, mais nous sommes en train de perdre cette bataille. Et donc il nous reste très peu de temps pour relever le défi et nous relever à la hauteur de la Chine et des États-Unis. Pour moi, c'est davantage une affaire de mois et de semaines qu'une affaire d'années pour réagir et retrouver notre place et défendre notre souveraineté. Il y a une règle historique par laquelle je voudrais commencer. La règle historique, c'est que les grandes puissances politiques sont toujours les grandes puissances technologiques. Et que par conséquent, c'est la victoire technologique qui fait la victoire politique, c'est la domination technologique qui fait la domination politique. Si vous ne maîtrisez pas certaines technologies, si vous ne vous donnez pas les moyens de franchir certaines barrières technologiques très vite, vous êtes tout simplement dominé par d'autres puissances qui ont eu plus d'audace, plus de courage, plus de vision que vous. Si on continue sur l'histoire, avant de venir au présent, mais l'histoire éclaire bien notre situation. Regardons ce qui s'est passé au cours des 3 siècles passés très rapidement, entre le XVIIIe et le XXIe siècle. XVIIIe siècle et XIXe siècle, première révolution industrielle. Les grands vainqueurs sont les Britanniques, suivis par l'Allemagne, puis la France. Cette révolution, c'est une révolution de la mécanisation industrielle, appuyée d'abord sur la vapeur, puis sur l'électricité. Elle est renforcée par le colonialisme qui donne accès à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, à des ressources rares, à des prix cassés et totalement imbattables. À la fin du XIXe, les 3 grandes puissances qui dominent la planète sont les 3 plus grandes puissances technologiques, France, Grande-Bretagne, Allemagne. Les États-Unis n'ont pas encore émergé et la Chine a entamé son grand sommeil de 2 siècles, ce qu'elle appellera ensuite les siècles d'humiliation, en refusant catégoriquement de rentrer dans la modernité et d'adopter ces révolutions technologiques. La deuxième grande révolution industrielle, elle a lieu au XXe avec le numérique. Cette révolution numérique, inutile de le préciser, c'est les États-Unis qui l'ont menée et c'est les États-Unis qui l'ont emportée haut la main. La Russie soviétique a été écrasée et l'Union européenne a totalement raté la révolution digitale. Elle a même pensé à un certain moment, notamment pendant la crise financière, j'en ai un souvenir très précis, que finalement tout ça n'était qu'une bulle et qu'au lendemain de la crise financière, tout reviendrait à la normale, qu'il n'était pas nécessaire d'investir dans le numérique. Elle a défendu l'idée de la compétition entre leaders européens, là où les États-Unis faisaient le choix du monopole. Et une des grandes explications de la victoire américaine sur la révolution numérique, ce n'est pas simplement qu'ils avaient les meilleurs scientifiques et les meilleurs chercheurs à Palo Alto dans leur hangar, c'est qu'ils ont fait reposer leur victoire technologique sur des monopoles économiques
les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et autres, là où l'Europe, elle, persistait à vouloir entretenir de la compétition entre nos champions qui ont tous disparu les uns après les autres. Peter Thiel a dit dans une conférence à Stanford, « Competition is for losers ». La compétition, les règles de compétition à l'intérieur d'un même pays, c'est pour les perdants. J'ai peur que les faits aient donné raison à Peter Thiel contre la Commission européenne et les dogmes européens. La troisième révolution industrielle dans laquelle nous entrons, c'est celle, évidemment, de l'intelligence artificielle. C'est la troisième révolution industrielle. L'Europe a été larguée. Elle n'a plus la base industrielle nécessaire pour réussir aujourd'hui dans cette troisième révolution industrielle qu'est la révolution de l'IA. Et les deux seuls qui ont la base industrielle, c'est les États-Unis, puisqu'ils avaient gagné la deuxième révolution industrielle, et c'est la Chine qui a émergé à une vitesse stupéfiante. C'est la troisième chose sur laquelle il faut s'interroger. Pourquoi la Chine a-t-elle émergé aussi vite? Ça nous donnera un certain nombre de leçons pour l'Europe et pour gagner des victoires futures. La première raison, c'est que la Chine a une stratégie, là où l'Europe n'en a aucune. La Chine a une vision à 25 ans, là où l'Europe change tous les 6 mois avec la présidence tournante de stratégie et de vision pour la construction européenne. La stratégie de la Chine, vous la connaissez, c'est le fameux « hide and bide »,« hide your strength, bide your time », cachez vos forces, attendez votre heure. C'est ce qu'a fait la Chine qui, pendant 25 ans, a investi sur des nouvelles technologies. Deuxième règle, la sélectivité. Elle ne s'est pas dispersée tous azimuts, comme nous, en France, on est champions pour le faire. Incapable de faire des choix, il faut toujours servir les uns ou les autres, tel lobby local, tel lobby industriel. Là où la Chine a dit, nous, c'est l'industrie verte, le nucléaire, l'IA, les puces, rien d'autre. Le reste, on oublie. Nous, en France, on veut toujours arroser le sable, distribuer tous azimuts, et nous sommes incapables de faire des choix et de prendre des décisions. Nous devons renoncer à certaines technologies pour mettre le paquet sur d'autres. C'est ce que doit faire la France, c'est ce que doit faire l'Europe. Troisième règle, la Chine a apporté un soutien public massif à ces nouvelles technologies. Nous, ça ne fait que quelques années, notamment sous l'impulsion de la France, que nous avons accepté de donner des aides publiques à nos nouvelles technologies, à nos laboratoires, à nos industries, parce que, évidemment, qu'une nouvelle technologie, au départ, elle n'est pas rentable puisqu'elle n'est pas déployée. Ce dogme de l'interdiction des aides publiques aux technologies émergentes a tué beaucoup de compagnies européennes et beaucoup de laboratoires européens. Enfin, quatrième règle, la Chine s'est dotée de l'indépendance en achetant par dizaines de milliers d'hectares des terres rares ou des lieux de production de terres rares qui lui ont donné de l'indépendance et un levier considérable par rapport aux États-Unis et à l'Europe lorsque des conflits commerciaux ont pu apparaître. On a vu que la seule personne qui a su faire plier Donald Trump sur les négociations commerciales, c'est Xi Jinping, en utilisant le levier des terres rares et de l'accès au lithium, au cobalt ou aux autres terres. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer de ce bref panorama historique? Elle est très simple. Les États-Unis sont encore dans la course. La Chine sera la grande gagnante de cette séquence et l'Europe est hors course. Voilà le panorama critique en février 2026 de la souveraineté technologique mondiale. 3 acteurs, un qui est en train d'émerger et d'écraser la concurrence, un autre qui perd beaucoup de terrain à cause de l'imprévisibilité de ses politiques, c'est les États-Unis, et un troisième qui a décroché, c'est l'Europe. Pardon d'être aussi brutal, mais ça permet de se faire comprendre, et c'est avec la lucidité qu'on peut prendre ensuite les bonnes décisions. Est-ce que tout est perdu? La réponse est non. La réponse est non parce que nous avons, nous, Européens, des atouts pour défendre notre souveraineté technologique. Le premier, c'est que nous avons, partout en Europe, des laboratoires, des scientifiques, des chercheurs, et je dis ça ici à Grenoble,
dans ce rassemblement qui est tellement vivant et tellement prometteur. Je dis ça près du CEA-Leti, près de ST Microélectronique. Nous avons partout en Europe des laboratoires, des chercheurs, des scientifiques, des industries qui sont parmi les meilleurs au monde et qui gardent un niveau mondial. Vous savez qu'ayant quitté la politique, je travaille maintenant pour ASML, qui est la plus grande entreprise de tech européenne qui fait des machines de lithogravure par UV pour faire des semi-conducteurs. Croyez-moi, quand vous avez visité les salles blanches d'ASML, vous vous dites « tout n'est pas perdu ». Et quand vous visitez les salles blanches du CEA-Leti, vous vous dites « tout n'est pas perdu ». Nous avons ce premier atout. Le deuxième, c'est que nous avons un marché de 450 millions de consommateurs. Il suffirait d'utiliser ce marché comme levier et tout d'un coup, vous créez de la demande. Le jour où on vous dira « on ne vend plus un seul iPhone en Europe », s'il ne comprend pas 30% de puces européennes, eh bien je peux vous garantir que tout d'un coup, comme par miracle, les industriels de production de semi-conducteurs viendront s'installer en Europe. Nous devons utiliser le marché européen comme une arme technologique, comme une arme pour notre souveraineté, au lieu de le laisser ouvert à tout vent en disant n'importe qui vient, vend ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, sans obligation de contenu européen. Moi, je veux une obligation de contenu européen dans tous les produits technologiques que nous vendons sur le sol européen. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que font les Américains, c'est ce que doivent faire les Européens. Partant de ces atouts, il y a pour moi une urgence à réagir et je voudrais vous faire une proposition ce matin. C'est de mettre sur pied l'équivalent d'un projet Manhattan pour les semi-conducteurs et l'IA européenne. C'est-à-dire oublier tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui ne marche pas, et adopter une nouvelle stratégie beaucoup plus offensive et surtout beaucoup plus rapide pour regagner la souveraineté technologique que nous sommes en train de perdre. Parce que vous tous dans vos poches, vous avez des iPhones, vous avez des produits américains, vous utilisez Windows 365, vous êtes relié à Microsoft et vous communiquez par Starlink. On ne peut pas en rester là, nous devons regagner notre souveraineté en mettant en place ce projet Manhattan pour la souveraineté technologique européenne. Il pourrait reposer sur 4 piliers. Le premier, c'est abandonner l'hypothèse d'une Europe qui avancerait à 27 sur ces sujets-là et partir d'une Europe à 6. Que 6 États se disent « nous mettons en place ce projet ». À 27, vous n'y arriverez pas. Croyez-en ma longue expérience des conseils européens, quand vous avez 27 personnes autour de la table qui discutent, en général, il n'y a jamais de décision au bout. Donc nous devons nous organiser à 6. Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Pologne. Ces 6 États pourraient se rassembler et dire « nous lançons un projet Manhattan pour la souveraineté technologique européenne sur les semi-conducteurs et sur l'IA ». Deuxième condition, il faut arrêter de séparer les producteurs d'un côté et les consommateurs de l'autre. Les grandes entreprises qui font des semi-conducteurs d'un côté et ceux qui consomment comme Siemens, Airbus, Nokia ou Ericsson. Vous rassemblez le producteur et le client. Pour une raison qui est très simple, c'est que vous n'aurez pas de producteur si vous n'avez pas de client. Vous n'aurez pas de production de semi-conducteurs en Europe dans des volumes intéressants s'il n'y a pas des débouchés industriels derrière. Il faut les mettre ensemble. Troisième condition, il faut de l'argent. Et chacun devrait être révolté de voir, au moins ceux qui ont des enfants, il y en a probablement beaucoup dans cette salle, moi le premier, que nous avons été capables de faire de la dette en commun pour protéger notre héritage passé, nos usines, nos industries, nos salariés. Croyez-moi, c'est moi qui ai mené la négociation. Elle a été difficile. Mais au bout du compte, en pleine crise Covid, alors qu'on me disait c'est impossible la dette en commun, on a fait 750 milliards d'euros de dette en commun pour protéger le passé. Et nous ne sommes pas capables de faire la même chose pour inventer notre avenir et défendre l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Je trouve cela révoltant. C'est la preuve même que l'Europe ne croit pas dans son avenir si elle est capable de dépenser 750 milliards pour son passé et pas la même somme pour son avenir. Je propose donc que nous mettions en place de la dette en commun à hauteur de 100 milliards d'euros par an qui correspondent à peu près au montant nécessaire pour rattraper la course technologique que nous sommes en train de perdre par rapport aux États-Unis et à la Chine. 100 milliards d'euros par an, 1000 milliards sur 10 ans,
pour réussir notre rattrapage technologique. Quatrième condition, il faut évidemment simplifier les règles parce que pour l'instant, nous nous échinons à inventer des règles qui vont bloquer les investissements dans la science, dans la technologie et dans les technologies de rupture. N'ayons pas peur des nouvelles technologies. La meilleure façon de ne pas en avoir peur, c'est de les maîtriser. La meilleure façon de ne pas en avoir peur, c'est de les développer, c'est de les employer, c'est de les apprendre. C'est une condition sine qua non du rattrapage européen. Il faut donc lancer une grande action de formation et de développement de l'IA partout à travers les écoles, les universités, les laboratoires et les grandes industries pour nous assurer du bon développement de ces technologies. Voilà les quelques convictions que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous les donne moins comme ancien responsable politique que comme conseiller d'une entreprise totalement engagée dans la tech. Il est minuit moins une. Si l'Europe ne reprend pas son destin technologique en main avec la méthode que je propose, plus rassemblée, plus rapide, plus massive, demain nous serons tous les esclaves technologiques de la Chine et des États-Unis. Ce n'est pas le destin que je souhaite à mes enfants. Je souhaite un destin de souveraineté technologique qui nous donnera de la liberté politique. C'est maintenant ou c'est jamais. Merci à toutes et à tous.